Bonjour, donc on va démarrer ça maintenant. Avant de commencer, petit point technique, donc la conversation d'aujourd'hui va être, enregistrée pour une diffusion ultérieure. Donc si jamais vous préférez que votre image ne soit pas diffusée, je vous invite à éteindre vos caméras. Autrement, sentez-vous bien libre de la garder, ouverte, ça va nous faire plaisir de voir vos visages. Et aussi, je vous invite à garder vos micros fermés tout au long de la présentation, si possible, comme ça on évite le bruit sur la ligne. Donc, on est maintenant prêt à commencer. Je m'appelle Patricia Letta, je suis chargée de projet à la Fondation du Grand Montréal. Au nom de mes collègues de la Fondation du Grand Montréal et de la Fondation J. Armand Bombardier, je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier rendez-vous de la FGM. D'abord, nous aimerions commencer par une reconnaissance territoriale. Donc, nous commençons par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui. D'abord, ce webinaire et son thème sont inspirés de conversations que nous avons eues avec les organismes dont le projet a été soutenu par l'un ou l'autre des fonds d'urgence que la Fondation du Grand Montréal a distribués depuis le début de la pandémie. Nous avons eu de nombreux appels avec les représentants de ces organismes pour mieux comprendre leurs besoins, leurs réalités, aussi poser des actions qui répondent à des enjeux avérés. Donc, le sujet de la santé et du bien-être des intervenants de première ligne a été soulevé à plusieurs reprises lors de ces conversations, mais aussi dans l'actualité, si bien qu'il nous a paru nécessaire d'ouvrir une discussion sur ce sujet de grande importance et d'essayer d'apporter des outils, peut-être des références qui pourraient potentiellement être utiles aux organismes du milieu communautaire. Principalement, on voulait ouvrir une discussion. Ce webinaire est également inspiré de la programmation Philagora, développée par la Fondation J. Armand Bombardier. La collaboration avec cette fondation s'est faite de manière toute naturelle. Donc, nous avons préparé ensemble ce webinaire qui comprend 3 grandes sections. D'abord, un échange avec des représentantes d'organismes communautaires. Ensuite, une ouverture sur des outils et des stratégies. Puis, la présentation d'une ressource pour les intervenants de première ligne. Avant de débuter, un petit point d'information, il va y avoir une période de questions à la toute fin du webinaire pendant laquelle nous vous inviterons à ouvrir votre micro et à poser vos questions. Entre-temps, j'aimerais vous inviter à réagir et à vous exprimer dans le chat. N'hésitez pas à converser, ça va rendre l'expérience encore plus riche, je crois. Certains des commentaires vont être lus entre les différents blocs de ce webinaire et puis certaines des questions vont être utilisées également lors de la période de questions à la toute fin. Donc, sans plus tarder, encore une fois, bienvenue. Et puis maintenant, je vais céder la parole à Alice Bernier, qui va nous faire un rapide portrait de la situation en lien avec notre sujet du jour sur la santé et le bien-être des intervenants de première ligne. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Alice Bernier, je suis chargée de projet au CSMO ESAC. Puis vous le voyez peut-être inscrit au-dessus, c'est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc on est un OBNL de soutien à tout le communautaire et l'économie sociale, les coop, puis les OBNL du Québec. On est un peu comme un organisme parapluie au-dessus de tous vous qui travaillez dans le secteur. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de la situation par laquelle on est passé à travers ces derniers mois. Pour un petit rappel, au niveau de la santé mentale, avant même la crise qui nous est arrivée, qui nous est tombée dessus en 2020, les 2/3 des 18-35 ans déclaraient avoir vécu une période d'épuisement professionnel, selon un sondage léger de 2019. Donc, c'est déjà une situation difficile au niveau de la santé mentale et du travail. Ensuite, en avril, Morneau-Shepell publiait un sondage qui indiquait que 3 Canadiens sur 4 ont senti une détérioration de leur santé mentale et une augmentation significative du niveau de stress depuis le début du confinement. En mai, un article du Devoir de la presse reprenait une étude du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l'Université Laval qui indiquait que la moitié d'entre nous, travailleurs et travailleuses québécois, disent souffrir de détresse psychologique depuis le début de la pandémie. On est en détresse à ce moment-là.
est particulièrement pensée pour vous tous et vous toutes principalement, j'ai l'impression. La détresse est encore plus élevée chez les travailleurs des secteurs de la santé et des services sociaux. 60% des personnes dans ce secteur disent vivre de la détresse très élevée. Et puis, malheureusement, seulement 27% des Québécois et Québécoises qui occupent un emploi en 2020 déclarent recevoir, en temps de crise, des ressources supplémentaires en matière de santé mentale de la part de leurs employeurs. Donc, on voit qu'il y a de la difficulté avant la crise, il y en a encore plus pendant la crise et que parfois, on n'a pas les ressources pour aller mieux. Au CSMO, on a pu mener une enquête en juin de l'année dernière sur les besoins dans les organisations collectives, OBNL et coop. Et puis, 76% des organisations qui ont répondu au sondage nous disaient avoir des gens qui ont vécu des périodes d'anxiété ou de stress. Et le premier point qui venait, c'était la gestion de la dynamique familiale et du télétravail qui était difficile. On l'a vu beaucoup en conciliation famille-travail, par exemple, l'isolement en télétravail, l'augmentation de la charge de travail, les craintes pour sa santé, celle des proches, etc. Ça, c'était les premières craintes qui sont revenues, première source de stress. J'ai vu une question sur les sources, je pourrais vous renvoyer toutes ces sources. Effectivement, on verra avec Patricia, la Fondation. Et puis, je vous parle un petit peu de Léo, une ligne de soutien psychologique que j'aborderai plus à la fin. Ligne de soutien psychologique pour toutes les personnes qui sont dans les coop et les OBNL du Québec qui a été mise en place pendant la crise. Et on a des statistiques sur les personnes qui ont sur les demandes à ce moment-là. Et les demandes principales sont vraiment liées à des difficultés au niveau personnel, la santé mentale, l'estime, ça peut être des deuils. C'est arrivé malheureusement bien plus souvent qu'on l'aurait voulu. Et ensuite, on avait des demandes de soutien psychologique au niveau du milieu de travail, que ce soit du harcèlement psychologique, stress, charge de travail, conflit entre collègues. Donc, principalement des besoins de soutien au niveau personnel, mais le niveau professionnel, ça a été très, très, très lourd sur les épaules. Donc voilà, beaucoup de besoins. Puis je pense que plus de 160 personnes présentes aujourd'hui, ça démontre l'intérêt et puis le besoin qu'on en a d'en parler de cette problématique. Merci beaucoup, Alice, pour ce tour d'horizon. Je vais répondre à une question qui a été répondue dans le chat. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il va y avoir une liste de références et puis certaines informations qui vont vous être envoyées suite à ce webinaire. Également, le webinaire va être enregistré, donc vous pourrez le partager par la suite ou le réécouter si jamais vous avez manqué certaines informations. Donc, sans plus tarder, on va passer à la partie plutôt conversation de cet événement. Donc, je vais passer la parole à Aude Belzile, ma collègue de la Fondation J. Armand Bombardier. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, Patricia. En effet, lorsqu'on a monté l'atelier, on se disait que ce serait vraiment intéressant d'entendre parler des gens qui sont sur le terrain, qui vivent la situation pour incarner, en fait, cette réalité-là. Donc, on a eu la chance d'avoir deux femmes vraiment intéressantes qui ont accepté notre invitation. Je pense à Sally Richmond, qui est directrice générale de Logifemme, et à Heather Johnston, directrice générale de Projet Autochtone Québec. Donc, bonjour Sally et Heather. Bonjour. Vous allez voir. Bienvenue. Bonjour. Donc, pour informer les gens, vous allez voir pendant les 20-25 prochaines minutes, on va avoir une conversation pour faire état de la situation sur le terrain, des constats, des choses qui ont fonctionné, des défis. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme Patricia le disait, vous pouvez les indiquer dans le chat. Si vous avez des commentaires aussi, c'est toujours intéressant de voir les gens interagir. Puis, ces questions-là vont être ramenées vers le haut pour la période de questions. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous demander, mesdames, de vous présenter, donc de présenter vous-même et votre organisation, en commençant par Heather. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour partager et aussi peut-être entendre aussi vos expériences de l'intervention de première ligne de ces derniers mois.
Je suis la directrice générale de Projet autochtone du Québec, ou PAC. PAC, c'est une organisation autochtone. On fournit un large éventail de services aux femmes et aux hommes et aux couples autochtones qui sont en situation d'itinérance ou à risque. On a 2 refuges d'urgence et un de ces refuges, ce qu'on appelle un refuge d'eau. Seuil d'accessibilité où on trouve un grand pourcentage, presque 100% des participants dans le refuge sont en état d'intoxication. Nous avons des logements aussi de transition accompagnés pour ceux qui cherchent à quitter la rue. On a un programme résidentiel de gestion de consommation d'alcool. C'est un nouveau programme de gestion des réduction des méfaits à l'alcool. Et aussi, on offre un large éventail de services psychosocial, médical, légal, une intervention de crise, accompagnement à long terme sur des questions d'emploi, de logement, de justice. Et on a aussi, on fait des activités qui sont liées à la communauté autochtone, des activités culturelles, d'art, d'activités de plein air. Et peut-être, la chose la plus importante à souligner dans cette présentation qui est liée aussi au sujet du jour, c'est pas que c'est plus qu'un espace physique, c'est aussi une communauté de soutien pour la population autochtone en situation d'itinérance ou à risque. C'est un lieu où les personnes qui ont souvent vécu des profonds traumatismes, de la stigmatisation, de l'exclusion, où ces personnes peuvent trouver un lieu de compassion, un lieu de dignité, un lieu de respect. Alors, c'est surtout PAC, c'est cette communauté. Comme information pour cette présentation, nous avons une quarantaine d'employés et donc 80% sont des employés de première ligne. Et je passe peut-être à Sally. Merci beaucoup, Heather. Sally maintenant. Merci Heather et Aude. Donc, je suis la directrice générale de Logifam. Logifam, c'est un organisme pour les femmes avec et sans enfants qui vivent une situation d'itinérance pour diverses raisons. Donc, chaque femme a sa réalité particulière, mais on revoit beaucoup de problématiques de santé mentale, des difficultés financières, des enjeux reliés à la violence conjugale, à la violence en général, à l'isolement, à l'immigration, et parfois on a des femmes aussi qui sont référées par la DPJ parce qu'elles ont besoin d'un soutien au niveau des compétences parentales. Donc c'est très divers comme clientèle. Au niveau des services, on a un centre d'hébergement qui est considéré comme une première étape, mais les femmes peuvent rester jusqu'à 1 an si elles le souhaitent. Donc il y a certaines femmes qui restent juste quelques semaines, mais elles peuvent aussi avoir un long séjour. Et on a des appartements de transition pour des séjours jusqu'à 3 ans et des services en post-hébergement. Donc, on a des équipes en administration, en entretien, cuisine, tout ça, mais l'équipe d'intervention, c'est la plus grande équipe, donc celle qui travaille directement avec la clientèle. Merci. Donc, la première question, puis je pense que c'est la question que tout le monde se doute qu'on va poser pour commencer. Selon vous, puis je vais commencer par Sally, là, comme tu étais déjà là. Selon toi, Sally, de quelle façon la pandémie a affecté vos équipes, votre organisation, puis votre communauté? Mais je pense que c'est comme la pandémie a eu un impact énorme sur tout le monde dans le monde en entier. Je dirais les impacts particuliers pour nos résidentes, les femmes qui viennent à Logifam, ça a été beaucoup l'anxiété au niveau de la pandémie. On a vu des difficultés au niveau de la violence conjugale et l'inquiétude que les femmes restent isolées avec des conjoints violents. On a vu aussi parfois des bris de services comme des activités ou des programmes que les femmes fréquentaient arrêtaient ou se faisaient autrement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un impact sur la clientèle, mais sur les intervenantes, je dirais que l'impact a été ressenti dans comme 3 sphères. Donc, la première, c'est vraiment la gestion de la pandémie en soi. Donc, tout ce qui est gestion des EPI, mesures sanitaires, protocoles. Donc, tout ça, ça a ajouté du travail aux intervenantes à mettre en place elles-mêmes, mais aussi à s'assurer que les résidentes mettent en place les protocoles.
Après, il y a toute la partie concernant les relations d'équipe. Donc, avec le port des masques et la distanciation, ça a fait en sorte que les relations au travail qui étaient très ressourçantes ont été un peu plus difficiles parce que les employés ne pouvaient pas se fréquenter à l'extérieur du travail, elles devaient garder une distance, elles devaient porter le masque. Donc, tout ce soutien entre pairs, entre travailleurs, c'était toujours là, mais avec des conditions qui rendaient ça un peu plus difficile. Et parfois, il y avait aussi des frustrations entre employés qui n'existaient pas encore par rapport à certains employés qui voulaient que toutes les mesures COVID soient très respectées et d'autres qui étaient un peu plus relax et donc ça pouvait créer des tensions qu'on n'avait pas avant. Donc ça aussi c'était quelque chose. Et le troisième sphère, c'est vraiment dans le travail d'intervention en soi parce que c'est sûr que c'est un travail très humain. Et tous les mécanismes pour gérer la pandémie ont eu un impact difficile sur le lien entre les humains. Donc, pour beaucoup d'intervenants, le fait que le résident portait le masque ou que gardait la distance, c'était plus difficile à établir le lien de confiance et de proximité qu'on avait avant. Donc, au début, j'avais des intervenantes qui disaient j'ai l'impression que je fais moins bien mon rôle, que je suis juste dans la gestion de la pandémie et pas dans le relation d'aide. Donc, je pense qu'il y avait des frustrations de comment est-ce qu'on peut toujours avoir ce lien très humain et très proche, mais tout en respectant le protocole. Donc, pour moi, l'impact, c'est dans ces trois sphères, la gestion du protocole, les relations entre l'équipe et le lien avec les résidentes. C'est ça que j'ai observé. Merci, c'est super intéressant cette notion-là de la formalité nécessaire qui vient impacter sur les relations, autant au niveau de l'intervention que des collègues. Heather, de ton côté, comment tu décrirais les impacts chez vous puis au sein de votre communauté? Oui, bon, peut-être je commencerai en disant qu'il n'y a pas une point que Sally a soulevé qui ne s'applique pas à Pâques. C'est tous les points qu'elle a soulevés, je dirais que c'est notre expérience à 100% aussi. Peut-être j'ajoute quelques points qui sont particuliers à la communauté autochtone qui ont eu un impact sur la communauté, mais aussi sur les intervenants. Comme Sally a bien dit, la pandémie était difficile pour tout le monde. Mais je pense pour la communauté autochtone en situation d'itinérance, ça a été un moment, on a vécu des moments très difficiles. C'est une communauté qui est déjà confrontée aux questions de racisme, de stigmatisation. Je pense que ce sentiment d'isolement, peut-être même, je dirais, de rejet, a été profondément senti ces derniers mois, depuis le début de la pandémie. Et ajouter à ça, la communauté autochtone, situation d'itinérance, ils ont perdu aussi, peut-être on oublie ça pour ceux qui ont envie de rue, tous les espaces publics, privés, où ces gens peuvent fréquenter, où ils passent la journée, où ils peuvent trouver un repas, les restos, les cafés, les bibliothèques, les centres d'achat, tout ça s'est fermé. Et ça a ajouté, je pense, à la stress de cette communauté et ce sentiment de sécurité et même d'appartenance à la société. Peut-être ce que nous, on a senti le plus et qui a eu le plus grand impact sur les intervenants, c'est le fait qu'on a perdu notre capacité de rassembler en tant que communauté. Et c'est ce rassemblement où les membres de cette communauté trouvent un soutien auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et ces notions de communauté, d'interdépendance sont très, très fortes au sein de cette population autochtone. Et avant la COVID, nous, à Pâques, on organisait des soirées visiteurs 2-3 fois dans la semaine, des célébrations, des anniversaires, des décès, des journées nationales des peuples autochtones. Et on avait régulièrement 60, 70, 80 personnes dans notre salle communautaire et on partageait des repas ensemble, des cérémonies de vie, la musique, la danse, et tout a arrêté. Et avec l'arrêt de ces rassemblements, c'est aussi la capacité de cette communauté de se soutenir mutuellement. Et je pense que
quand on demande comment vont les intervenants chez nous, c'est ce stress supplémentaire qui a été peut-être projeté sur les intervenants ces derniers mois. Et la perte de communauté, on demande, c'est aux travailleurs de première ligne, qu'on demande d'absorber toute cette douleur, toutes ces frustrations, tous ces traumatismes, cette communauté vit quotidiennement. Et ce sont des émotions qui peut-être auparavant, des situations auparavant auraient trouvé du soutien dans la communauté qui n'existe pas. Alors, quand on me demande, en tout cas, ça comme Sally a dit, on a été témoin en plus d'une grande éclosion de COVID au sein de la population autochtone, on a été témoin d'augmentation de consommation d'alcool et de drogue, de violences communautaires, de violences conjugales, des problèmes sévères de santé mentale et aussi de suicide. Et donc, je pense qu'il faut souligner que ce sont ces intervenants qui, sans ce soutien de communauté, c'est les travailleurs qui ont porté cette douleur. Et, alors, pour être très franche, je trouve que non, ça ne va pas bien. En fait, ça m'amène à la prochaine question, puis ça va permettre de continuer sur ça. Bon, on sait que la crise, elle n'est pas terminée, il y a encore des effets. Au niveau de la santé mentale des équipes notamment, qu'est-ce que tu vois comme défi? Puis je vais poser la question à Sally ensuite, dans les prochains mois, dans les mois à venir. OK. Bon, je pense qu'il y en a 3. En tout cas, pour nous, à PAC, je vois 3. D'abord, c'est de maintenir des effectifs adéquats en termes de personnes de première ligne. Tout le monde est épuisé. Le marché de travail actuel rend très difficile le recrutement de personnes de première ligne. Et quand il n'y a pas assez de monde sur le plancher, ça devient une source de stress et de tension pour le personnel qui sont présents. Les gens font trop d'heures supplémentaires. C'est un peu un cercle vicieux. C'est vraiment d'abord le défi de pouvoir recruter, avoir une équipe qui est assez solide. Je pense aussi qu'il y a les questions de formation et d'appui psychosocial à l'équipe. Ils sont en train de, comme j'ai décrit, de vivre des situations très intenses. Peut-être le travail a changé avec tous ces problèmes. C'est comme je dis, juste des situations, peut-être on a moins l'habitude de voir à PAC des trafiquants de drogue autour des refuges, des proxénètes. On a eu des tentatives de suicide dans les refuges. Alors, comment former, comment préparer, comment appuyer de façon psychosociale l'équipe, c'est évidemment un grand défi dans les mois à venir. Et puis, je pense aussi, je souligne, peut-être c'est plus logistique, mais pendant le COVID, on a pu, je pense, en beaucoup de services de première ligne, on a pu voir des gains financiers, des augmentations de salaire ou des primes pour les intervenants de première ligne. Comment on arrive à maintenir ça pour ne pas retourner à des salaires? En fait, des salaires dans le secteur sont vraiment très bas. On a vu ces gains, moi, en tout cas, mon équipe, et avec des primes, mais je m'inquiète comment je vais maintenir ça, soutenir ça à la longue. Et je pense que c'est ça un défi. Les 3. Très intéressant. Et toi, Sally, de ton côté, qu'est-ce que tu vois comme défi? Heather, elle a mentionné l'épuisement et moi, je pense que c'est ça, c'est le défi principal, c'est vraiment de la fatigue. Je pense que les intervenantes sont fatiguées, les superviseurs sont fatigués, les gestionnaires sont fatigués et la fatigue, ça peut avoir des conséquences très négatives parce qu'on est fatigué, on est moins tolérant, on est moins... et aussi souvent... quand les personnes vivent un épuisement professionnel, c'est comme elles sont déjà dans l'épuisement avant de s'y rendre compte. Donc, je pense que ça va être de prévoir un peu qu'est-ce qui se passe parce que parfois, c'est déjà en train de se passer avant qu'on est conscient. Après, je pense que ça dépend un peu de la direction de la pandémie parce qu'en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura encore comme une grosse troisième vague? Je pense que si ça arrive, ça peut nous rendre très fragiles ou est-ce que ça va être comme plus contrôlé avec la vaccination, les mesures? Donc, il y a des inconnus, je pense, mais ce qui
je pense beaucoup aux fatigues de tout le monde et comment la fatigue peut... Comme conduire une auto quand on est fatigué, c'est pas bon. Et je pense que conduire un organisme ou conduire une équipe ou être un intervenant quand on est trop fatigué aussi, ça peut créer des accidents. Donc, c'est ça qui me préoccupe. C'est intéressant comme tu dis, on ne sait pas ce qui s'en vient. Donc, faire face à l'incertitude lorsqu'il y a 10 mois de fatigue accumulée derrière, c'est pas la même chose que lorsqu'on est plus proposé. Donc, il y a une fatigue accumulée. Sally, j'aurais le goût de te demander de continuer sur, est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez mis en place au sein de votre organisation avant la pandémie là, pour privilégier ou favoriser une bonne santé mentale auprès de vos intervenants ou encore des choses qui ont été mises en place là, en réaction à la pandémie? Pour nous, le bien-être des employés a été comme une priorité depuis longtemps. Donc, quand même des années avant la pandémie, on sondait les employés pour comprendre leurs inquiétudes ou leurs insatisfactions au niveau du travail. On a travaillé les salaires, on a travaillé la rémunération, les avantages sociaux. Donc, tout ce qui concerne comme le contexte, c'est sûr qu'en tant qu'organisme communautaire, on est limité, on ne peut pas offrir les salaires de certains autres secteurs, mais dans nos moyens, on essaie de faire ce qu'on peut pour rendre le travail bien. Et donc, il y a toutes ces choses comme dans les politiques de rémunération, etc., mais aussi beaucoup dans d'avoir une culture d'écoute, quand les employés sont respectés, sont écoutés, quand elles sont incluses dans les décisions, dans les processus de décision. Chaque année, on fait une semaine de célébration des employés pour souligner leur contribution. Donc, je pense qu'il y a, mais c'est au cœur de l'organisme, on comprend que les employés, c'est notre actif le plus important. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements avant la pandémie pour s'assurer que les employés se sentent bien au travail, se sont respectés, écoutés, etc. Donc, quand la pandémie a commencé, c'est sûr que ça a continué d'être prioritaire. Et tout au début, quand on voyait que le COVID est arrivé au Canada, que ça va être grave, on a tout de suite pensé à ça. Ça sera quoi l'impact sur les employés? C'est quoi les risques? Est-ce qu'il y en a qui vont être épuisés, stressés, angoissés? Et je pense que la première chose qu'on a fait, c'est de mettre en place un protocole très solide et robuste pour que le lieu de travail soit aussi sécuritaire que possible. Donc, on a commencé à ça en disant aux employés, on prend ça au sérieux, on veut que vous soyez protégés au travail et donc, voici les mesures qu'on va mettre en place. Mais tout le temps en dialogue. Est-ce que les mesures sont réalistes? Est-ce qu'elles sont applicables? Est-ce que ça vous sécurise suffisamment? Après, au niveau du conseil d'administration, une des premières choses, c'était d'approuver une politique en ressources humaines pour rémunérer les absences reliées au COVID. Donc, il y avait certaines choses qui ont été mises en place pour rassurer les employés, on va prendre soin de vous. Vous ne passez pas à travers cela seul. Et par la suite, on a fait, je pense, comme beaucoup d'organismes, on a fait des primes de risque, on avait donné un bonus de fin d'année, on avait accordé des congés supplémentaires parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de fatigue et les personnes avaient besoin de se reposer. Et on a fait des gestes aussi plus comme créatifs, comme on avait fait faire des tasses avec les noms des employés sur un côté et leur qualité qu'on avait identifié sur l'autre, donc certaines choses humaines. Mais donc, c'est beaucoup d'efforts, mais c'était vraiment comme un thème constant lors de la pandémie. Aux rencontres du conseil d'administration, la question était toujours posée, comment vont les employés, comment est-ce qu'on peut les soutenir? Aux rencontres de direction aussi. Dans les rencontres d'équipe, ça commençait toujours avec comment ça va, comment vous allez dans votre environnement de travail. Donc, je pense que le bien-être des employés a été central. Et j'ai vu que quelqu'un demandait combien d'employés on a. On a 26 employés. Donc, voilà. Donc, on n'est pas énorme aussi. Donc, peut-être qu'il y a des avantages aussi d'être petit parce que ça permet beaucoup de personnalisation de prendre soin des employés. Super intéressant, merci. Heather, de votre côté, qu'est-ce qui était en place avant que vous avez rajouté ou modifié? Bon, j'avoue que moi, j'ai commencé à PAC à peine à quelques semaines avant la pandémie.
Alors, il y avait des choses de base, je pense, en place, mais c'est sûr, c'est une grande préoccupation depuis que la pandémie a frappé. Et ça, il y a plusieurs choses que nous aussi, on a fait en termes d'essayer d'assurer la sécurité du personnel sur le plancher, on a augmenté le salaire, des primes de bonus. Les petites choses comme elle a mentionné dans les réunions, de vraiment de faire un check-in, comment va la santé, comment va tout le monde. On a fait, en première vague, on a fait un check-in chaque jour avec l'équipe 2 jours. On se retrouve 10 minutes dans la salle communautaire pour juste faire un check-in. Comment va tout le monde? Est-ce que ça va? Et puis, essayer de s'appuyer mutuellement. Moi-même, j'ai changé un peu mes heures de travail. Comme c'est un refuge de nuit, évidemment, il y a plus de monde ici le soir et la nuit. Alors, je reste souvent le soir, la nuit. La porte est ouverte. J'essaie de vraiment comme avoir une interaction presque tous les jours avec l'équipe d'intervention de première ligne pour qu'ils se sentent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les appuie, qui est là pour à l'écoute. Il y a une chose, peut-être juste 2 dernières choses. Il y a une chose que Sally a mentionné que nous aussi, on a constaté pendant le COVID avec l'équipe. C'est le travail, comme tout le monde vit en isolation, ils sont coupés de famille, des amis. On a constaté que le lieu de travail est devenu aussi un lieu social pour l'équipe. Et ils trouvent entre eux, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont développées, ils trouvent entre eux beaucoup de solidarité. Et je pense que nous aussi, on est en train de regarder comment on peut prendre cette solidarité qu'on a vu développer, comment on peut transformer ça comme un mécanisme plus formel d'appui entre l'équipe, peut-être un mentorat ou une sorte de partenariat entre les membres de l'équipe pour qu'ils surveillent l'un et l'autre le bien-être des autres membres de l'équipe. Et j'ajoute aussi que nous, on a bénéficié vraiment le réseau autochtone, qui est une coalition des organisations autochtones à Montréal, à la demande des membres de toutes les organisations autochtones comme PAC, a mis en place au début de la pandémie un service psychosocial, d'appui psychosocial pour les travailleurs de première ligne des organisations autochtones. Et j'ai partagé le site avec les organisateurs du webinaire. Alors, ils offraient 3 types d'appui pour nos intervenants. Il y a des aînés autochtones, il y a une psychothérapie, il y a une thérapie par les arts créatifs. Et ça, c'était un appui, une valeur vraiment inestimable pour nous en tant qu'organisation. Et vraiment, j'encourage, s'il y a d'autres, il y a ici des représentants des organisations fêtières ici aujourd'hui de réfléchir à ce type de service parce que ça permet à plusieurs organisations d'offrir ces services à leurs employés. Et il y en a, je dirais, la majorité des intervenants de PAC ont bénéficié de ces services offerts à travers le réseau. C'est intéressant, merci beaucoup. Puis, en fait, Heather et Sally vont rester avec nous parce qu'à la période, à la fin, je sais qu'il y aura de nombreuses questions. J'en ai même gardé une pour les filles à la fin. Mais Heather, quand tu mentionnais le système là, pour voir comment les intervenants pouvaient prendre soin les uns des autres, ça m'a fait penser à une technique qu'on a apprise du Centre pour les organismes communautaires, le COCO, qui est le Body System. Et je pourrais l'ajouter peut-être dans les liens qu'on enverra à la fin à tous les participants, qui est intéressant. Donc, il permet à tout le monde d'avoir une oreille attentive alors qu'on écoute une autre personne à son tour. Et merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai vu beaucoup de commentaires passer, là. Il y avait des choses qui résonnaient chez les gens qui sont là. Puis je pense qu'avec la suite, avec ce que Mariano va nous partager, puis avec les questions à la fin, là, ça va nous permettre de voir à quel point la situation est partagée, mais aussi c'est quoi les bonnes pratiques qui émergent de tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Aude, merci Heather, merci Sally pour cet échange, pour votre générosité aussi à propos de votre expérience puis celle de votre organisation. J'ai trouvé la comparaison de Sally particulièrement bien choisie quand elle comparait la conduite d'une voiture à celle d'un organisme. Il y a aussi une réaction dans le chat de Jessica Nunes qui était tout à fait d'accord avec les propos de Heather par rapport à l'importance du soutien qui vient de la communauté, qui est maintenant rendu impossible ou difficile par les conditions dans lesquelles on opère. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On va maintenant ouvrir la voie à une discussion sur des stratégies et des outils en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Mariano Lopez. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? On peut faire un petit thumbs up, là? Merci beaucoup. Je fais de l'intervention sociale depuis presque 30 ans, plus qu'un quart de siècle. En ayant travaillé avec, je travaille dans le milieu autochtone, je travaille avec des gens qui avaient des problèmes d'abus de substances. Je travaillais dans un certain milieu communautaire, dont Suicide Action Montréal, que j'ai eu la chance de travailler pendant 6 ans et que je suis encore très impliqué dans la problématique de la prévention de suicide. Et quand Patricia de la Fondation me dit « Mariano, est-ce que ça te tente de parler de bien-être, santé psychologique? » Je dis « Ouais, c'est génial! Tu as 20 minutes. » OK! C'est tellement vaste. C'est tellement... Quelle piste prendre? Et là, je dois... D'abord, une piste que je veux prendre, c'est la transparence. Puis, je suis bien content. Je veux faire du pouce sur plusieurs choses qui ont été dites. Et je dis, il y a quelque chose je ne voulais pas me présenter comme un expert ici et dire qu'est-ce que vous allez faire. Je trouve qu'il y a énormément d'expérience et il n'y a aucune recette. Si on avait une how to cook, là, gérer notre bien-être, là, my God, je suis convaincu que tout le monde le suivrait. On essaierait des recettes, mais il n'y en a pas. Alors, une des choses que je me suis dit, c'est que il y a des choses dans le parcours que j'ai eu comme intervenant social, comme être proche des gens qui ont besoin d'aide ou qui sont en état de vulnérabilité ou de souffrance, puis des choses que j'ai observées dans les équipes. Donc, je vais essayer de faire un parallèle avec une passion qui est la navigation, qui est l'aventure. Alors, préparez-vous, on part en voilier pendant 20 minutes. Puis, juste vous dire, en 2006, moi, je suis parti pendant 1 an sur un voilier en Antarctique et j'étais avec 13 personnes, 12 personnes et moi. Et c'était un voyage qu'on ne pouvait pas, on était confinés, on ne pouvait pas partir. Puis mon rôle était de m'occuper de la santé mentale des gens. 1 an, sans pouvoir partir, je dis, OK, comment je vais faire? Et la première leçon que j'ai apprise, c'est ce que je veux partager, c'est que la première chose que je devrais faire, c'est de trouver des mécanismes de prendre soin de moi. Parce que j'étais l'élément clé. Si je veux aider les autres, il faut que je prenne soin de nous. Et c'est la première fois dans ma vie que j'étais en relation avec un groupe et je ne pouvais pas observer parce que je faisais partie de ces groupes-là. Et je me sens un peu en pandémie actuellement, c'est que pour nous tous, qu'on a choisi de travailler dans le milieu communautaire ou dans le milieu d'intervention, puis on est en contact avec des populations qui souffrent, mais normalement, on est capable de garder une barrière, on a assez de trouver des mécanismes pour faire une distance entre la souffrance de la population dans laquelle on veut travailler, puis notre vie. Puis cette pandémie nous traîne en une zone qui est difficile à gérer, qui est où est-ce qu'il termine la relation professionnelle, où est-ce qu'il termine la relation familiale, surtout pour ceux qui font du télétravail, c'est un défi supplémentaire, parce que ça se peut très bien que nous, on est touchés par la même problématique les gens qui vivent, qui souffrent, nous, on travaille, comme par exemple quelqu'un qui est décédé dans votre famille, quelqu'un avoir la peur de la ramener à la maison. Je trouvais super intéressant quand on faisait une analyse des fois dans les équipes, on a comme une séparation, les gens qui vivent de l'anxiété en rapport au virus, puis d'autres qui disent, voyons donc, pourquoi on capote, puis comment on gère les niveaux d'anxiété, puis respecter tout le monde. Et surtout pour les travailleurs qui sont en contact avec des populations plus à risque, ce n'est pas juste le fait de pogner la COVID, c'est surtout de la ramener à la maison. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc, je pense que c'est ce niveau de pression qui vient de s'ajouter. Alors,
tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, peut-être ensemble. La première question que j'ai envie de poser, puis je vais vous poser quelques questions, puis j'aimerais, si vous êtes partant, à répondre dans le chat pendant que moi, je continue à parler, c'est qu'est-ce qui vous a gardé à flot jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a fait de façon individuelle ou dans vos équipes? Je pense que Heather, Sally ont partagé quelques éléments qui vous a aidé, mais qu'est-ce qui vous a gardé à flot jusqu'à maintenant? C'est pas fini. On est en train de naviguer dans la tempête. On est encore, puis on peut essayer de dire, OK, les voiles, nous, on gère les voiles, mais on ne peut pas gérer la nature, on ne peut pas gérer les affaires. Donc, il y a déjà une réflexion que quand on est en navigation, c'est dire, on ne peut pas gérer les éléments. On peut gérer l'équipage, on peut gérer les voiles, on peut gérer... Alors, qu'est-ce qu'on a le contrôle? Puis je vais revenir sur la question de soutien social, puis le lien qu'Heather parlait, parce que je pense qu'il est fondamental. Donc, allez-y de façon spontanée. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous? Qu'est-ce qui vous a aidé à garder à flot dans vos équipes? Et même dans votre organisation, s'il y a quelque chose, j'adore ça, je vois la danse, je vois la marche, allez-y, famille pour ceux qui ont de la famille. Alors, pour ceux qui sont seuls, c'est drôle parce que je dis souvent, on est pogné en confinement, ça dépend avec qui on est pogné. Parce que si on est en relation de couple, on est séparés, mais c'est beaucoup plus compliqué que si on est en famille, qu'on est tous en harmonie. C'est un défi pour tout le monde. Donc, alors, l'autre question, pendant qu'on continue, c'est parce que je pense que c'est important de s'arrêter, voir qu'est-ce qui nous a aidés. Parce que ça se peut très bien, on a vécu des crises, je suis convaincu qu'autour il y a combien, 168 personnes, my God, il y a du monde. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont déjà vécu, oui, on a une pandémie, vous avez déjà vécu des crises, vous avez déjà, alors toutes les choses qu'on est en train d'utiliser, je suis convaincu qu'elles sont réutilisables. C'est tous des acquis. Ça, c'est nos petits acquis à nous, il n'y a personne qui veut nous enlever. Puis je parle au niveau individuel, de groupe et au niveau organisationnel. L'autre chose que je pense qu'on a le droit de se poser, c'est en lien avec le concept de bienveillance qui me paraît fondamental dans qu'est-ce qu'on a, c'est de quoi on est fier. Parce que quand je pense que c'est important de faire un petit arrêt, de dire, est-ce que je suis fier de quelque chose? Est-ce que j'accomplis, moi, mon équipe, mon organisation? Et ce n'est pas se vanter. Et ce n'est pas juste ma job. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut être fier d'avoir vivre encore avec l'incertitude qui nous demande une énorme flexibilité, pas juste au niveau de notre technique d'intervention, sinon de comment est-ce qu'on gère notre vie dans cette pandémie, comment est-ce qu'on gère la fatigue. Alors, de quoi on est fier? Puis peut-être c'est la première piste, là, est-ce qu'on célèbre les moments de victoire? Est-ce qu'on est en gagne, puis dans les check-ins qu'on proposait ou dans les réunions d'équipe, est-ce qu'on dit on a réussi ça? On a l'impression, puis souvent, là, moi j'avais l'impression qu'on avait une intervention, on était devant, OK, parfait, on venait de la terminer, je n'avais même pas le temps de fêter celle-là parce que j'en avais 2 autres dossiers à ouvrir, puis là, il y avait comme une espèce de ongoing, puis on a l'impression qu'on est envahi par une montagne de travail, une montagne de situations aussi très stressantes et des fois très souffrantes. Je suis convaincu au début, quand on parlait de comment ça a affecté la pandémie, c'est que pour ceux qui sont dans la première ligne, mais on le voit. Et le fait d'avoir choisi ce travail-là, mais on a choisi d'être en contact avec la souffrance de l'autre. Alors, je trouve qu'il y a aussi cette réflexion-là de plus que je vois cette souffrance-là, plus que je devrais de mettre de l'énergie pour prendre soin de moi. J'essaie. C'est un peu quétaine, mais c'est la base. C'est qu'est-ce que... Alors, la deuxième question, j'aime bien méditation, sport, continuer. Wow, on est dedans. Là. Combien de temps, là? J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Donc, Patricia, tu pourrais me faire avant 2 minutes, là, fais-moi ta gueule, arrête de parler, et puis on continue, faire de l'apprentissage. Génial. Donc, il y a quelque chose dans cette vision-là que si on est avec des gens, puis il y a un sentiment d'impuissance. Je ne sais pas si vous le vivez, là, quand on est dans la rue, quand on est en contact avec une population, on parlait des populations autochtones en situation de rue. Des fois, on est en contact avec un système qui est lourd. Alors, comment c'est garder la motivation? Comment garder cette volonté de continuer à faire une différence? Parce que si on fait notre job, là, si on a choisi de faire ça parce qu'on veut faire une différence, on sait qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Ça, on le sait. Sauf que
quand on est en état d'intervention ou en contact, c'est sûr qu'on va faire une différence. Alors, comment vivre avec, je dirais une question, c'est comment vivre avec cette impuissance de peut-être être plus limité dans l'impact de nos interventions. Et là, on ajoute les masques, on ajoute l'impossibilité de faire le travail comme on le fait normalement. Il y a quelque chose aussi intéressant que quand je ne sais pas, il y a quelque chose du mot vocation, là, il est un peu lourd, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui décident de faire ce travail-là. Puis moi, je travaillé longtemps avec des bénévoles, là, ça me fascine parce que c'est les gens les plus engagés, professionnels et occupés du monde. Et ces gens-là veulent faire une différence. Alors, on est tous à peu près dans cette volonté-là. Alors, si je reviens à la question de qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on a le contrôle. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Puis quand j'ai écouté Alice parler de l'état de la situation, j'ai dit, man, par où nourrir le bien-être? Par où nourrir l'autre partie? Parce que la détresse, puis je dirais même qu'on vit tous une partie de détresse. Moi, je voudrais comme normaliser la détresse. Ça se peut qu'on vit des moments de détresse. C'est évident que si la détresse reste longtemps, mais ça a des effets vraiment néfastes. Mais des moments de découragement, des moments de fatigue, des moments, je pense moi, je voudrais le démocratiser. Ça veut dire, et c'est tout à fait normal, si je vous pose la question, qui va vraiment bien autour de vous? Qui pète le feu? Qui est je ne peux pas sacrer. Qui est en pleine forme? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Mais si vous voyez quelqu'un, allez-y, observez, demandez la recette. Ça se peut qu'il y a des choses qu'il fait qu'on peut faire. Ça, c'est la première chose. Mais on sait que les gens qui sont plus en santé actuellement, c'est les gens qui trouvent un sens. C'est beaucoup de gens qui actuellement, qui sont en arrêt de travail. Si on fait un peu un zoom out là, sur le travail qu'on a, on a quand même la possibilité d'être en contact avec les populations dans lesquelles on veut travailler. C'est énorme. C'est énorme. On peut vraiment pouvoir faire notre travail, même si on ne fait pas comme on voudrait le faire, on le fait autrement, on est en mesure de le faire. Mais je trouve que le fait qu'on a été identifié comme une action essentielle, mais je vois aussi une reconnaissance que j'espère que dans les prochaines années va se manifester puis va se représenter pour une augmentation de ressources et des financements, etc. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais je pense que c'est le temps de aussi pouvoir faire comprendre qu'on est vraiment essentiel, puis on le preuve à tous les jours. Sauf que ça ne nous empêche pas d'être en danger, comme on parlait tout à l'heure, le risque d'avoir un burn-out, un problème de santé mentale. Alors, comment est-ce qu'on peut l'aider ou comment est-ce qu'on peut le travailler davantage? Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de super intéressant sur les check-in. C'est donner, moi, je pense que c'est donner un espace. Où est-ce qu'un espace d'échange? Où est-ce qu'un espace, même si on est débordé, puis c'est ça qu'on a comme défi, même si on est dans le jeu, est-ce qu'on peut, en tant qu'équipe, c'est créer un espace pour pouvoir montrer aussi notre vulnérabilité? Puis quand je parle de vulnérabilité, là, c'est le côté humain, c'est le côté que de dire « Ah, je suis fatigué aujourd'hui. » Ça se peut que, comment est-ce qu'on peut... Peux-tu me backer? Moi, dans le check-in, je trouve super important c'est donner un environnement de travail, un climat de travail, qui te permet de lever la main et de dire « Je ne suis peut-être pas capable aujourd'hui » ou « Je suis moins en forme aujourd'hui ». Et ça se peut que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est en forme. Alors, il y a quelque chose dans ces donner le droit. Puis quand je parlais de bienveillance, oui, je pense au niveau de toute l'énergie qu'on peut parler autour des gens qui travaillent avec nous, mais aussi de se le donner soi-même, se donner ces droits-là, de dire, même si on est dans le jus, même s'il y a d'urgence, même moi, pour pouvoir continuer à naviguer cette tempête-là, que je ne sais pas quand elle va terminer, je veux besoin de m'oxygéner. L'autre chose, c'est donner de compliments. Moi, je trouve que, tu es vraiment bon, là. Faire un échange sur les choses dans lesquelles on apprécie dans notre équipe. Et tout ce que je vous dis, là, c'est des petites choses. Je ne pense pas qu'il y a une affaire et il y a des petites choses qui de reconnaître les victoires, de se donner
des petits compliments, de créer un environnement qui nous permet d'être, pas de s'ouvrir. On n'a pas besoin d'avoir des témoignages puis passer 4 heures à parler de comment est-ce qu'on se sent, mais avoir la tranquillité de pouvoir lever la main et dire « je me sens moins bien ». Il y a quelque chose je pense que puis j'ai envie de retourner un petit peu à l'Antarctique. Moi, une des choses qui m'a fasciné, que on était toujours un peu en état de crise, et puis j'aimerais vous imaginer un bateau qui est amarré, puis chaque amarre est les éléments qui nous permettent de garder le bateau à flot. Et je peux vous dire que 50% du temps, on passait toujours l'amarre sur la résolution des conflits, situation de crise, gérer la crise, gérer tout. Puis on avait d'autres amarres qui étaient un peu lousses. Alors comment, malgré la situation dans laquelle on vit, on se donne des moments de plaisir? Les moments de plaisir, là, il ne faut pas les attendre, il faut les créer. Il faut qu'ils fassent partie des rituels des groupes. Et là, je viens sur un mot que moi, j'adore. C'est quoi nos rituels? Malgré le fait que des fois, on peut pas... Qu'est-ce qu'on fait à chaque jour pour consolider notre équipe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on dit, on peut, pour beaucoup de monde, aller prendre une bière, on dit en cassette, mais là, on ne peut pas le faire. Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Qu'est-ce qu'on fait pour garder, consolider notre équipe? Moi, je pense que, puis vous le savez probablement, toute la question de sentiment d'appartenance, puis pouvoir passer à travers les tempêtes. Alors, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait ensemble créer, merci Patricia, elle vient me dire, il me reste 5 minutes, comment est-ce qu'on pourrait créer un système immunitaire du groupe qui nous permet de dealer avec toutes les difficultés, puis je ne veux pas les énumérer parce qu'on va tous se déprimer, là, et on va continuer à lever pour les prochains mois. Hein? C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, j'ai appris une chose, c'est donner un espace pour avoir du fun. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux, là. Surtout quand on travaille avec des gens qui sont très souffrants. Il ne faut pas se sentir mal. Moi, quand je travaillais sur l'Action Montréal, une des choses qui m'a fasciné, c'est du monde qui travaillait pour la vie. Puis, je ne veux pas savoir pourquoi quelqu'un veut se suicider. Je veux savoir qu'est-ce qu'il garde en vie. Je veux savoir toutes les choses qui font en sorte. Puis, je pense qu'il y a une volonté à dire, pour toutes les choses qui vont... on a toutes les raisons au monde pour être déprimé des fois. Il y a plein d'autres raisons qui nous gardent. Alors, c'est quoi? Ce serait quoi? Je trouve qu'en tant que groupe, le soutien social est probablement un des éléments les plus importants. Puis, je suis vraiment content qu'il y ait qui était nommé au début, parce que c'est des choses dans lesquelles on a le contrôle. Puis, la dernière chose, puis je vous laisse quelques questions, c'est qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous rendez compte que l'organisme Revivre, il y a des très bons éléments d'autogestion, des techniques, mais une question qui m'a touché beaucoup, c'est comment je me rends compte que je vais bien? Comment je me rends compte que je vais moins bien? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Puis, ça se peut que les stratégies que j'avais avant de la pandémie ne fonctionnent plus. Avoir des amis à la maison, aller en voyage. Des fois, on travaille comme des malades puis on veut juste prendre une semaine de break, là, mais là, on ne peut plus le faire. Alors, on le remplace avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est quoi les nouvelles stratégies? Et je suis convaincu qu'au début, quand je vous ai posé la question, comment est-ce que vous êtes gardé à flot, là, comment vous avez réussi à passer à travers? Je suis convaincu qu'il y a peut-être des nouvelles choses que vous avez faites, des choses que vous ne faisiez pas avant. Mais continuez. C'est comme faire un menu, là. On ne peut pas garder, on peut dire, OK, ça, c'est ma recette pour rester en forme, là, puis manger la même chose durant tous les mois. Ça nous prend des menus différents. Ça nous prend des choses à renouveler parce que ça se peut très bien qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir trouver la bonne chose pour nous faire du bien. Mais moi, je pense qu'à l'intérieur du groupe, au moins créer un environnement de travail, surtout ceux qui peuvent travailler encore du présentiel, va nous permettre de passer à travers. C'est des choses qu'on peut réutiliser par la suite. Okay. J'arrête là. Patricia, si tu... Tu as été très conservateur, il te restait même 2 minutes. Ah oui, OK. Alors, pour résumer, il y a quelque chose dans la question d'accepter que oui, qu'on vit des moments difficiles, puis créer un environnement de confiance qui nous permet de le nommer. Je pense qu'il est fondamental. C'est créer des routines. C'est tellement bizarre, là. Dès que je tombais en confinement, là, et je me suis créé un bureau, je ne savais pas c'était quoi le Zoom dans ma vie avant, en tout cas.
Et j'ai repris des rituels, des petites choses que je faisais le matin, quand j'étais en confinement. Puis c'est des petites choses qu'on fait dans le quotidien, de façon individuelle, qu'on peut partager. C'est quoi vos passions? C'est quand la dernière fois que vous avez parlé de vos passions? Tu sais, des fois, on est tellement envahi par toutes les questions de survie qu'on va faire preuve de tendresse. Ah oui, oui, là, je m'ennuie de donner un hug. Là. Je m'ennuie tellement de donner un hug. Attention, là, je vais partir dans le courant, dans la rue, en train de donner des hugs à tout le monde. Ça s'en vient. Donc, arrête-moi là, Patricia, parce que je bifurque. Merci, Mariano. Merci pour ce beau tour de voilier. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça m'énergise puis ça m'inspire à me creuser la tête pour penser à mes stratégies, penser qu'est-ce que j'ai utilisé dans le passé qui a pu fonctionner, puis de le répéter. Donc, merci beaucoup, Mariano. Merci aussi pour votre participation dans le chat. Je fais ressortir quelques éléments qui vous ont aidé à rester à flot. On a beaucoup de famille, de sport, de méditation, les collègues, le chaton à la maison, le chocolat également qui est ressorti. On a reçu aussi des commentaires là, et des réactions par rapport à votre fierté. Il y a plus de petites victoires, donc je pense que c'était super important qu'on les souligne ici. Nous avons Gisèle Caron qui dit la solidarité va vraiment bien. Ensuite, on a Stéphanie Taillon de Partageons le sport qui souligne qu'elle est fière de la résilience de son équipe, de leur dévouement, de leur compréhension et collaboration. Je suis fière que l'on continue de servir la communauté au meilleur de ce qu'on peut faire dans les conditions actuelles. Puis finalement, je vais répéter les propos de Marianne qui mentionne « Je reçois beaucoup de messages avec des cœurs de mes usagers. Je perçois des sourires et du soulagement au téléphone. » Donc, ce sont des fiertés qui valent la peine d'être soulignées. Donc, félicitations à tous. On va passer à la dernière intervention. Je vais passer de nouveau la parole à ma collègue Alice Bernier qui va nous présenter le projet Léo. Oui, merci Patricia. Et puis merci pour ces belles interventions qui m'ont beaucoup intéressée et qui permettent de se recentrer un peu sur ce qui va bien, puis de se faire du bien et d'accepter qu'on vit un moment qui n'est pas facile. Puis c'est clair, c'est ça, là. Des fois on l'oublie. Mais alors oui, je voulais effectivement parler un peu plus de Léo. Puis je vais revenir un peu en arrière à une période qui n'était pas tant fun, mais en mars de l'année dernière, quand tout ce grand chamboulement, cette grande crise a commencé. Moi, au CSMO, ESAC, j'avais en charge notamment la relève, puis on avait plein d'événements qui s'en venaient en les 2 dernières semaines de mars, là, un peu partout au Québec, pour soutenir la relève, puis aller trouver des gens qui motivaient les jeunes, les étudiants, notamment à travailler dans le communautaire et puis l'économie sociale. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté parce qu'on n'allait plus dans les universités, les cégeps, on ne rencontrait plus les jeunes. Donc, j'imagine peut-être comme vous, il y a eu ce moment de grande confusion au début de tout ce qui s'est passé. Puis notre mission au CSMO ESAC, c'est notamment de soutenir les personnes qui travaillent dans le communautaire. Et puis là, tout le soutien qu'on faisait devait être chamboulé. Et puis, donc, on était pas mal perdu. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour soutenir la main-d'œuvre. Puis c'est là qu'on a eu des échos de tous les grands regroupements avec qui on travaille. Je pense au regroupement québécois de l'action communautaire autonome, la table nationale des corporations de développement communautaire, le chantier de l'économie sociale, le regroupement de l'action bénévole du Québec. Et partout, on entendait « ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça devient très difficile, on cherche des ressources pour aller bien ». Donc, nous, notre petite équipe au CSMO, on est juste 10. On s'est un peu creusé la tête sur ce qui était possible de faire. Et puis, on avait rejoint un projet Reconnect avec ta santé de l'Esplanade, qui était notamment financé par la Fondation J.A. Bombardier. Et puis, c'était des ateliers pour aller mieux, pour se recentrer un petit peu en mars, avril, mai. Et puis, là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, à soutenir tout le monde dans la santé mentale. Et on est allé avec tous les besoins des regroupements et on est allé toquer à la porte de la Fondation Lucie André Chagnon, qui était là aussi pour soutenir tout le monde et qui voulait être active au plus proche des besoins. Et on a pu créer tous ensemble la ligne de soutien psychologique Léo. Donc, je vais vous donner le numéro, c'est le 1-855-768-7536. Mais je vous renverrai le lien.
Donc, c'est une ligne de soutien psychologique gratuite, confidentielle et professionnelle qui donne un soutien avec prise de rendez-vous. Donc, ce n'est pas une ligne directe où on irait directement voir, par exemple, en cas de soutien pour le suicide, par exemple, qui serait immédiat. Mais là, on est plutôt sur prendre un temps pour soi, un plan d'action destiné à toutes les personnes qui sont dans les coops et les OBNL du Québec, que ce soit des employés, des anciens employés qui auraient été mis à pied, des bénévoles, gestionnaires, employés, tout le monde est concerné. Et ça fait beaucoup de monde. Il y a plus de 320 000 personnes qui travaillent dans le secteur au Québec, dans 16 000 organisations. Puis vous êtes beaucoup à y être. Je me demande, Marion, si on pourrait peut-être diffuser le petit vidéo à ce moment-là, qui va vous présenter mieux que moi, Léo. Le Québec vit une période difficile où la solidarité est de mise. Les acteurs et actrices de l'économie sociale et de l'action communautaire sont au rendez-vous pour continuer à soutenir la société québécoise et en prendre soin. Quand la solidarité, la fierté et l'engagement font place à l'épuisement, le stress ou l'anxiété, il est important de demander de l'aide. Vous œuvrez en économie sociale ou en action communautaire, vous y êtes bénévole ou vous y avez perdu votre emploi, vous avez besoin de soutien, d'en parler à quelqu'un de confiance. Léo, la ligne d'écoute pour les organisations, est là, gratuitement, pour vous. Vous prenez soin du Québec, nous prenons soin de vous. Donc, c'était un petit vidéo pour vous présenter ce à quoi vous avez le droit dans le communautaire et dans l'économie sociale. Il existe beaucoup d'autres lignes, comme les lignes d'écoute qui sont gérées dans le communautaire par des bénévoles notamment, qui sont hyper pertinentes. Là, on a été en soutien aux lignes d'écoute notamment qui ont été débordées toute l'année dernière, et puis donc pour ce projet spécifique. Voilà. Donc, on travaille pour diffuser cette information parce que des fois, juste le fait de le savoir, qu'on a de l'aide qui est disponible, déjà, ça fait du bien, puis ça permet d'aller mieux. Après, ce n'est pas toujours évident d'aller appeler, d'aller demander de l'aide, mais n'hésitez pas à en parler. Déjà, pour vous, vous êtes les bienvenus pour appeler. Vous pouvez le diffuser à vos proches, à vos collègues. Quelqu'un qui a été bénévole, il y en a eu beaucoup auprès des aînés, par exemple, au plus fort de la crise. Et puis, j'aimais bien la référence de Mariano qui disait, si on se créait un système humanitaire collectif, si on se reliait tous ensemble pour se faire du bien. Ça, c'était un petit peu le projet Léo. Donc, on remercie la Fondation Shannon qui a permis ça, et puis la collaboration entre toutes les fondations qui est bien utile pour le communautaire. Voilà. J'ai été un peu plus court que prévu. J'espère que Patricia, tu ne m'en voudras pas. Mais comme ça fera plein de place pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Alice. D'ailleurs, il y avait une question dans le chat que je vais te poser tout de suite. Comme ça, ensuite, on pourra passer à la période des questions, effectivement. Donc, on avait Clémentine Augier qui demandait, qui disait d'abord bravo et merci pour cette belle initiative. Savez-vous si ce projet continuera après la pandémie? Oui, alors, on aimerait beaucoup. Ça serait vraiment un intérêt parce qu'on sait qu'il n'y a pas tant de... j'ai les chiffres du nombre, je vais revenir dans mes notes, excusez. On a 41% des organisations qui ont un régime d'assurance collective qui va des fois donner un programme d'aide aux employés. Et puis, on sait qu'il y a les grandes entreprises, Desjardins, Bell ou quoi, qui vont avoir un programme d'aide aux employés. Puis, ça permet d'avoir une ligne de soutien psychologique, d'aller trouver des actions à mettre en place quand on a une difficulté. Et puis, je vous parlais rapidement des difficultés rencontrées chez Léo. Beaucoup de choses au niveau personnel, avec la conciliation famille-travail, ça a été tough, par exemple. Comment faire pour un moment, on a l'impression qu'il y en a trop. Donc, c'est des difficultés qu'il y a au moment de la crise, mais qui continuent. Puis, on a eu beaucoup d'appels au niveau de Léo. Pour le harcèlement psychologique, par exemple, c'était beaucoup de questions qui sont venues dans ce cas-là. Donc, on aimerait vraiment pouvoir poursuivre cette action parce que dans le communautaire, dans l'économie sociale, il n'y a pas ce pilier-là d'assurance partout qui va pouvoir aider tout le monde. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait, mais on y travaille. Tant que le besoin est là, on a envie de pouvoir y répondre.
Super, merci beaucoup Alice. Maintenant, je vais rappeler tous les intervenants d'aujourd'hui à la barre pour une période de questions. Donc, on a environ une vingtaine de minutes pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis je vais vous inviter tout simplement à ouvrir vos micros pour les poser par la suite, donc pour qu'on puisse l'entendre de vive voix. Donc, si vous avez des questions, je vous remercie de les inscrire maintenant dans le chat. Et puis sinon, on pourra commencer avec la question que Aude s'était gardée en réserve dans la poche arrière pour cette période-ci, si jamais vous n'avez pas de questions dans le chat. Bon, on a une foule timide pour le moment, donc Aude, je vais te demander si tu pouvais sortir la question surprise pour Heather et Sally. Et puis pendant ce temps, peut-être qu'il y aura des questions qui vont surgir dans le chat. Oui, en fait, la question qu'on avait gardée, c'était, selon vous, dans un moment de crise, quand l'équipe est fragilisée, comment on prend nos décisions? C'est une large question, mais aussi qui est reliée, comment on comprend ses limites en tant qu'employeur? Donc, à quel point on a du pouvoir justement sur la situation que vivent nos employés, puis où se situe notre pouvoir d'agir? Est-ce que n'importe qui, je pense n'importe quel pourrait répondre, mais je ne sais pas si Sally ou Heather, si vous aviez des opinions sur la question. Est-ce que tu es en train de parler, Heather? Ou... Non, allez-y, Sally. OK. Donc, quand j'ai pensé à cette question, j'ai pensé à trois choses. Donc, la première, c'est que le bien-être des employés ne peut jamais être la responsabilité d'une seule personne. Donc, je pense que parfois, en tant que direction, superviseur, on prend ça sur nous, mais il faut que ça soit partagé dans l'organisme en entier. Et comme quelqu'un a mentionné un système de buddy mais c'est sûr que la direction a une responsabilité importante concernant le temps de l'organisme, les valeurs, mais il faut que tout le monde y soit responsable parce que sinon c'est trop lourd. Donc, ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'on doit accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, la vie quotidienne au travail a un impact sur le bien-être des employés, mais chaque employé a aussi sa sphère privée qui peut avoir plein de choses qui ont aussi un impact sur son bien-être. Et donc, c'est sûr qu'on doit être intentionné pour travailler pour le bien-être des employés, mais en même temps, on ne peut pas tout contrôler. Et chaque personne vit sa réalité autrement. Je peux avoir deux intervenantes dans exactement la même situation et une en ressort parfaitement sans souci et l'autre, elle est en grande détresse. Donc, je pense qu'on doit accepter la limite de nos responsabilités. Mais la troisième chose, c'est qu'en analysant ça, je pense que souvent, ce n'est pas clair. Il y a beaucoup de zones grises et il y a certaines limites qui sont établies par exemple, nos budgets organisationnels ou par certains politiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas et ce n'est pas toujours facile à déterminer c'est quoi ma responsabilité en tant qu'employeur et c'est quoi la responsabilité de l'employé. Mais je pense aussi en travaillant dans les organismes communautaires, on est très habitué à ça parce que je trouve que c'est le cas pour plein de choses. Il y a toujours des cas par cas, toujours des zones grises. Donc, on apprend à naviguer, mais on navigue avec... Donc, on est dans une zone grise, mais c'est les valeurs qui sont solides. Donc, j'ai une valeur que je veux que mes employés aillent bien, mais en même temps que je comprends que je ne suis pas Dieu, je suis limitée, mon organisme est limité, j'ai des ressources limitées. Et donc, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Mais je dois avouer que ces choses-là sont... Je ne pense pas qu'il y a comme une formule exacte pour déterminer, malheureusement. mais je pense que c'est important de surligner que cette zone grise existe. À Heather. Oui. Oui, je pense qu'il faut dire qu'il y avait des décisions pendant ces derniers mois, des moments, des décisions très, très difficiles. Et peut-être les plus difficiles en tant que gestionnaire, c'est souvent où je trouve que
c'est comme, il y a le bien-être des intervenants, le bien-être de l'équipe et le bien-être des participants de refuge, des membres de la communauté. Et c'est quand ces deux, il semble qu'il y a une confrontation qui je vais privilégier, que c'est les décisions les plus difficiles. Il me manque du personnel, les gens sont épuisés, les gens en travaillent beaucoup de surplus. Est-ce que je ferme leurs ressources? Mais si je ferme leurs ressources pour donner les intervenants une pause, ça veut dire que je vais trouver 45 personnes dans la rue sans-abri. Alors, ce sont ces décisions. Je pense que j'ai pris beaucoup de moi-même dans ces situations. Quand j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui m'a guidée dans ces décisions, c'est comme ça, il a dit, je regarde, je me repose beaucoup sur les valeurs de PAC. Dans les décisions difficiles, je regarde quelles sont les valeurs de cette organisation qui va m'aider à prendre des décisions difficiles. Et c'est un moment, je pense, de faire appel aux valeurs dans la gestion de nos ressources pour assurer qu'on traverse ces moments de crise en respectant la dignité de tout le monde et le bien-être de tout le monde. Je pense aussi dans la prise de décision, je fais confiance à mon propre jugement. Je pèse mes options et je reconnais que souvent, c'est de choisir la moins mauvaise option dans une situation de COVID. Et j'accepte que je vais faire des erreurs. Et j'ai fait plein d'erreurs. J'ai pris des décisions pendant ces derniers mois que si j'aurais pu reprendre cette décision, je le ferais. Mais je me pardonne. J'accepte que j'ai fait des erreurs, que j'aurais dû faire autrement. Mais j'essaie d'apprendre aussi. J'essaie d'apprendre de ces erreurs. Et oui, c'est un peu ça. C'est super intéressant. Mariano, qu'est-ce que... Oui, je veux juste une petite affaire, là, pas trop gros. C'est fondamental de se voir à l'intérieur de cette dynamique des groupes. Parce que si on est trop à l'écart, on ne va pas pouvoir profiter du mouvement des bienveillances qu'on veut créer dans l'équipe. Alors oui, on a la responsabilité d'assurer la survie et la gestion du groupe, mais moi, je pense que le gestionnaire fait partie intégrante de ces groupes-là. Puis il faut que, comme tu viens de nommer, Heather, je pense que c'est fondamental de dire, j'ai commis des erreurs, ça se peut que moi, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, ça n'empêche pas que je fais mon travail, mais je pense qu'il y a quelque chose, on est comme on a le droit de se tromper actuellement. Parce que si on ne se donne pas ces droits-là, mais on va mentir. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable. Il n'y a personne ici autour des 50 personnes qui restent qui dit « moi, je gère ». Au contraire. Puis l'autre élément qui me préoccupe, c'est que pour ceux qui vivent avec des gens qui aiment ça, travailler dans l'adrénaline, puis travailler dans le milieu communautaire, on aime ça. Là. OK, il y a une crise, là, passez-vous, là, j'y vais. Là. Mais c'est sûr que moi, ce qui me préoccupe plus, c'est l'après. Parce que c'est rare qu'il va y avoir des conflits à ces moments-là. On a tous nos sentiments de bienveillance puis de vouloir faire une différence bien remplis, mais après, on va être crevé. Alors, toute cette... Qu'est-ce que la crise? Qu'est-ce que cette crise-là? Ce qui se perdure? Mais surtout, comment on va vivre sans cette adrénaline-là? Parce qu'on serait dans une autre situation. Donc, il y a quelque chose dans la préparation, mais surtout, je pense que la santé des gestionnaires est fondamentale, qu'on parle comme si on parlait des employés, n'est pas faire une différence, parce que c'est des humains, c'est des papas, c'est des mamans, qui en plus, il y a une charge de pression énorme, parce que là, on demande des numéros, puis on demande tout le temps, ça il faut la partie quantitative du travail qu'on a fait, même si on travaille avec des humains, il faut qu'on le traduise pour pouvoir le financement. Donc, toute cette pression-là, en gestion de pandémie, c'est plus que jamais, je pense que les gestionnaires doivent avoir un espace pour pouvoir prendre soin d'eux de façon fondamentale. Un peu comme on disait tantôt, le body system au sein de nos équipes, le gestionnaire en fait partie. Hein. Il y a quelqu'un qui doit aussi prendre des nouvelles du gestionnaire. Mais je pense que le gestionnaire, avec la réalité du rôle de gestion, bien, il y a peut-être intérêt à avoir un body system inter-organisme aussi, à prendre des nouvelles d'un ami gestionnaire qui prend des nouvelles d'un autre pour justement améliorer notre système immunitaire, comme tu parlais.
à fait. Merci beaucoup aux intervenants. J'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant l'intervention de Heather qui mentionnait que dans les décisions difficiles, en fait, elles se reposent sur les valeurs de l'organisation, dans ce cas-ci, PAC. C'est vraiment intéressant comme vision. On a une question dans le chat. Marianne Locke, dont je vous inviterai à ouvrir votre micro pour poser votre question, si vous êtes à l'aise de le faire, s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc, ici, ma question est un petit peu double. J'aimerais savoir comment, disons, dans le télétravail, comment faire une ligne entre les professionnels et la vie privée, comme j'ai fait les commentaires dans le chat. Parfois, je suis ici en intervention et je me sens coupable parce que je sais que dans le four, j'ai des muffins. Dans la laveuse, elle est en pleine action. Je dis, ah, là, je suis en train de tout mêler. À la fin de la journée, je me trouve à faire beaucoup plus de travail parce que mon sentiment de culpabilité fait que, bon, OK, je fais plus d'interventions pour équilibrer le temps que j'ai pris. Donc, oui, je ne sais pas si je devrais me lier d'amitié avec faire plein de tâches en même temps ou tirer une limite. C'est ça plus ma question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un des intervenants qui aimerait s'exprimer d'abord sur cette question? Mariano, je te vois qui t'avance. Je vais te désigner comme volontaire. Oui, mais qu'est-ce qui est fascinant, là? C'est que là, nous, on est invités pour répondre à la question, mais je suis dans le même pack. Ma vaisselle est en train de déborder actuellement, là. Et ma fille est en télétravail. Il a cogné 3 fois elle est en téléuniversité. Il a cogné 2 fois pour voir qu'est-ce que je fais. Puis le chien, c'est comme, on est tous là-dedans. Puis c'est tout à fait vrai. Je ne fais plus de muffins, non? Ah non, non, non. Je vais se faire. Puis accepter que la vaisselle va être sale pendant un bout, puis on arrive à 5 heures. Puis il y a comme une espèce de... Je pense qu'il faut accepter cette imperfection là, parce qu'on fait notre mieux. Et ne pas se sentir coupable parce que quand même, ce travail-là, se donner aussi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'à un moment donné, il faut se donner un espace de travail et éviter qu'à un moment donné, à 10 heures, on continue à répondre. On a besoin de faire des plages horaires. Mais ça serait tout une autre... Comment gérer le télétravail, là. Mais oui, je pense que c'est donner des temps, puis voilà qu'est-ce que je fais, puis je vais marcher, ou je fais... Mais c'est diviser en plage horaire, c'est probablement un des éléments qui peut aider. Merci, Mariano. Est-ce que Heather et Sally, vous avez quelque chose à ajouter? Non, sauf que je partage ce qu'elle dit à 100%. Il y a ce sentiment de culpabilité quand on travaille. On fait du télétravail. Et non, je partage le même sentiment. Je préfère venir au bureau. Merci beaucoup, Heather. Patricia, je voulais juste intervenir pour un petit point qui m'a beaucoup marqué au début de la crise, quand on était perdu, c'était de se dire, pour le télétravail, ce n'est pas du télétravail choisi, c'est du télétravail qui nous est imposé. Donc, il y a quand même une différence. Et puis, même si ça fait 1 an, puis moi, j'avais la sécheuse ce matin qui faisait du bruit également, on peut être doux avec nous-mêmes, à se dire qu'on vit une situation, on subit une situation, et puis même si ça fait 1 an, c'est toujours subi, et puis on fait ce qu'on peut, et comme tu disais, Heather, on fait des petites erreurs, et puis c'est normal, et puis de se rappeler qu'au bureau, des fois, on discute, et puis on n'est pas tout le temps devant l'ordinateur à avancer, ou en intervention au téléphone. On fait d'autres choses aussi, des fois au bureau, puis on a le droit de se donner des petits temps comme ça de la maison. Je pense que c'est important aussi. Merci Alice. On a Latifa Mazar qui dit « On fait de notre mieux ». Je pense que ça résume bien la chose à faire de son mieux. On a une autre question de la part de Tommy de la Maison des Jeunes Sainte-Véronique. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro si vous voulez bien poser votre question. Oui, on parlait des gestionnaires qui sentent parfois aussi que pour l'idée du body system, c'est une super bonne idée ce que vous ameniez de faire ça peut-être interorganisme, parce que c'est souvent le dernier palier en haut de la pyramide. Donc, eux, il y a peut-être des sujets qui sont plus sensibles à parler avec les employés, mais aussi des fois qu'on ne comprend pas tous les rouages, donc on ne peut pas bien les écouter à ce niveau-là. Puis ça m'a fait penser quand vous parliez
qu'on est bon dans le feu de l'action, mais que maintenant, qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour se ressourcer nous, puis se ressourcer l'équipe. Ça m'a fait penser aux parents que les enfants quittent le nid familial, puis qu'ils se retrouvent, ce soit en couple ou qu'ils se retrouvent juste face à eux-mêmes, puis face à leur projet, puis penser à eux. Des fois, je ne suis pas parent, puis je ne l'ai pas vécu, mais je vois ça, puis je comprends qu'on se demande par où commencer, on ne sait pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a un de nos intervenants qui voudrait réagir aux propos de Tommy, Alice, Heather, Mariano ou encore Sally, ou quelqu'un d'autre dans la pièce en ce moment? C'est drôle ce que tu mentionnes, Tommy, parce qu'on a une cohorte, on travaille avec des DG, puis on travaille avec Revive, qu'on doit maintenant appeler Relief. Puis Jean-Rémy de Revive nous mentionnait, ben oui, on vit des choses difficiles, puis le confinement, ça amène de l'isolement, un stress qui est lié à ça. Mais quand on va revenir au bureau, il va aussi avoir une réadaptation. Pour l'instant, on a tendance à le voir comme ça va être le fun, on va pouvoir se revoir, mais il y a aussi une réadaptation après 1 an, 18 mois qu'on va avoir passé à la maison. Peut-être des petites choses qu'on était habitués, mais que là, ils vont nous taper sur les nerfs. On va devoir se refaire une espèce de, c'est ça, de santé sociale pour passer. Fait que je pense qu'on ne doit pas se surprendre de ça aussi. Il va peut-être avoir des petites déceptions que le retour à la normalité ne va pas tout régler. Merci, Aude. Est-ce qu'on a une autre question? Je n'en vois pas pour l'instant dans le chat. Je ne vois pas de main levée non plus. Si jamais il y a certaines... je vois une question qui vient d'apparaître, magique. Donc, Lero Tiasao, je vous invite à ouvrir votre micro pour poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste voir si je pourrais avoir un partage de pratiques des gestionnaires. Si vous avez eu à gérer un employé qui est complotiste, en plus d'être anti-masque, comment on peut gérer une personne comme ça au sein de l'équipe? Merci. Merci beaucoup de votre question. Est-ce que c'est arrivé à peut-être une des représentantes des organisations qui sont ici aujourd'hui, donc Heather ou Sally, ou encore à quelqu'un d'autre qui serait toujours dans la pièce avec nous? Moi, donc, j'ai pas eu à gérer cette situation précisément, mais c'est sûr qu'au début de la pandémie, il y avait des employés qui trouvaient que les mesures, c'était non proportionnel et donc le port de masque, ça se faisait plus ou moins avec un masque sur le menton et tout ça. Et on a juste gardé ça comme très neutre, parce qu'en fait, c'est des directives de la CNESST. Donc, on avait ce cadre comme légal pour dire... c'est comme, écoute, on a une obligation légale de suivre ces protocoles. Je comprends que vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est plus haut que nous. Et donc, ça neutralise. Donc, au lieu que ça soit comme une discussion philosophique, c'était plus comme, tiens, ça c'est le cadre légal. En tant qu'employé, j'ai cette obligation. On va l'implanter. Et j'ai pas eu beaucoup comme après ces discussions-là au début, comme tranquillement, les personnes qui étaient moins à l'aise avec les masques et tout ont suivi. Donc, si j'avais vraiment un employé qui était résistant à 100%, je pense que dans ce contexte-là, je me référerais au cadre légal pour dire que c'est comme toute autre mesure de sécurité. Si j'ai une cuisinière qui porte des talons hauts dans la cuisine, si elle veut les porter, elle ne peut pas parce qu'il y a un cadre légal. Donc, dans ces choses-là, je pense que je trouve que c'est plus facile d'être neutre et juste se retourner vers le cadre externe. Merci beaucoup, Sally. Je crois que c'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Si jamais vous en avez d'autres que vous voulez nous envoyer par la suite, donc après le webinaire, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ça nous fera plaisir d'y répondre, de tenter de fournir une réponse.
quelques petites indications avant de laisser le mot de la fin à ma collègue Aude. Donc, vous avez vu passer un petit peu plus tôt dans le chat, si vous remontez, de la part de Marie Motola, un lien vers un SurveyMonkey. Donc, si vous êtes en position de pouvoir Ah, il vient d'apparaître de nouveau. Donc, de pouvoir le remplir, ça nous aiderait beaucoup. On apprécierait la chose. Comme ça, on peut connaître votre avis par rapport à l'événement qu'on vient d'avoir ensemble. Et aussi, on peut s'améliorer pour les prochains et ceux qui vont suivre. Donc, merci en gros de votre attention. C'est très, très apprécié. Encore une fois, ça a été enregistré, notre rencontre. Ça va être disponible sur nos réseaux sociaux suite à notre rencontre. Donc, vous pourrez le partager sans problème et puis le visionner avec votre équipe au besoin. Et puis aussi, on va vous faire parvenir un document avec les liens qui ont été mentionnés dans le chat et certaines autres ressources que nos intervenants ont gentiment partagées avec nous qui pourront vous être utiles potentiellement dans votre organisme, dans la pratique de votre profession. Donc, je vais vous remercier grandement de votre présence avant de vous laisser aller à votre journée et puis je vais passer la parole à Aude pour les mots finaux. Et en fait, je vais tout simplement renchérir sur ce que disait Patricia. N'hésitez pas dans le formulaire d'évaluation s'il y a des questions plus pointues que vous auriez aimé aborder, tout ça, mentionnez-le, c'est toujours intéressant à la fois pour la FGM puis pour nous là, dans nos projets communs et respectifs d'en tenir compte. Puis, je pense que le mot de la fin, on voudrait le porter vers vous. En fait, on remercie Mariano, Sally, Heather d'avoir été avec nous. Alice, c'était super intéressant. Puis on veut aussi remercier tout le monde parce que Patricia l'a mentionné, cette idée-là est venue de conversations qui ont été tenues au cours de l'été, au début de l'automne, avec les organismes qui avaient reçu de l'aide du Fonds collectif, de la FOAC aussi. Nous aussi, on a eu ces conversations-là avec les organismes qu'on soutient. Puis on voit tout le travail qui est fait, on voit la fatigue au sein des équipes, mais aussi la grande, grande volonté de continuer à répondre aux besoins grandissants, à s'adapter, à remplir notre mission. Donc, je pense que c'est important de reconnaître le travail qui est fait, de remercier. Puis, Mariano l'a dit aussi, hein, il y a des besoins qui arrivent, n'hésitez pas dans les conversations, là, je parle de nous deux, la Fondation et nous comme bailleurs de fonds, mais je suis certaine que l'ensemble des partenaires sont là aussi. Dans les conversations qu'on a, c'est important pour nous de comprendre votre réalité pour pouvoir s'adapter puis mieux y répondre. Donc, merci. Puis, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.